Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité travaille dans l'industrie automobile depuis plus de 20 ans, en jonglant entre marketing, communication et relations presse. Mais il a également écrit une douzaine de livres, en a traduit 2 autres, avec une prédilection certaine pour les voitures allemandes et britanniques. Il a d'ailleurs récemment publié un ouvrage consacré aux plus belles Mercedes, tandis qu'un autre dédié à la Jaguar Type E sortira cet automne. Discussion à bâton rompu avec un pur passionné, Michel Tonna. Salut Michel. Salut Vincent. Ça va bien de cette possibilité. Ouais, nickel, ça va. Merci de m'accueillir dans ton nid d'aigle personnel sur les hauteurs des Hauts-de-Seine. Joli jeu de mots, nid d'aigle, peut-être avec une influence germanique. Mais ouais, on est en train de s'écarter. Ouais, non, c'est pas ça. Je pense qu'on file un mauvais coton là. Alors pour l'anecdote, aujourd'hui on enregistre le 30 septembre, oui parce que je suis connu à la ramasse sur le planning, désolé, donc c'est l'épisode qui sera donc en ligne demain, mais aujourd'hui on est le 30 septembre qui est la journée internationale du podcast. Génial. Voilà, donc c'était juste pour le petit clin d'œil. Bon écoute Michel, on va peut-être d'abord parler un peu de ton parcours. Je sais que tu as fait des études assez internationales. Oui, alors moi j'ai fait une école de commerce à Bordeaux, et pendant ce cursus, parce que je rêvais quand j'étais gamin d'être journaliste automobile. Voilà, ça commençait comme ça. On était beaucoup comme ça. Donc je dévorais la presse auto, machin. Et puis bon, après études, j'ai fait un bac C à l'époque, voilà. Après c'est le bac S pour les jeunes qui connaissent pas le bac C. Même moi déjà j'étais le premier à faire le bac S. Donc, et du coup après pendant l'école de commerce il fallait faire un stage en première année, un stage de vente, et premier stage de vente que j'ai trouvé, en fait j'avais un mal fou, c'était en 93 en France, c'était un peu la crise et c'était pas facile de trouver des stages, donc j'ai trouvé un stage de vente en porte-à-porte aux États-Unis. Donc je me suis dit allez, moi j'adore les États-Unis, j'adore parler anglais. Je savais que ça allait être dur parce que c'est du, comme ils disent, hard sales, donc tu bosses d'un genre de 8h du mat à 9h le soir et pendant 6 jours sur 7, hein, c'est un truc de fou. Donc c'était pas du tourisme, hein. C'était vraiment pour eux. C'était en Californie d'ailleurs, donc c'est des super endroits. Il y avait que le dimanche où on pouvait se faire un peu la plage et tout ça, mais le matin il y avait une réunion de vente quand même. Le dimanche matin. Ouais. Donc c'était avant la messe. Mais c'était pas pour nous. Mais ça c'est le code international, première partie, puisque deuxième année en école de commerce, j'ai tellement adoré ça et j'ai réussi à rentabiliser. Du coup, j'y suis retourné la deuxième année aux États-Unis, dans l'État du Washington, à Seattle. Ouais. Alors je vendais des bouquins, puis j'avais recruté des mecs de mon école. Donc j'étais manager, c'était cool quoi. Alors je supervisais des ventes, mais je vendais pour moi-même aussi. Donc États-Unis, à chaque fois c'est 3 mois. Et puis j'ai fait. Tu m'as dit que tu vendais des encyclopédies. Ouais, c'était une boîte américaine qui n'employait que des vendeurs américains, anglais et européens pour vendre ses produits en porte-à-porte. À l'époque, c'était une école de vente à l'américaine avec des sales motivations, des séminaires de préparation à Nashville d'ailleurs. Mais j'ai gardé d'excellents souvenirs de ce truc. Alors ça n'a pas fait de moi un vendeur, parce qu'après je me suis orienté vers d'autres trucs, mais ça m'a complètement rendu bilingue. Et puis j'ai adoré les États-Unis, même je l'ai découvert par les gens, par les personnes en fait. Et après j'ai envie d'y retourner d'ailleurs, mais j'y avais été avant en Floride quand j'étais en première. Mais là, c'était vraiment un truc de vente, un truc de dingue. Mais Mais alors, c'est quoi la technique pour vendre des encyclopédies ? Parce que ça m'intrigue quand même. C'est marrant parce que ça fait un peu presque une mythologie américaine, le vendeur d'encyclopédies en porte-à-porte, comme le taxi new-yorkais qui est forcément un immigré récent. Enfin, il y a des espèces d'icônes comme ça. Alors, raconte-nous un peu. En fait, on avait été préparé. Alors, avant d'y aller, on y allait pendant au moins 2 mois et demi. Donc, on partait genre fin juin et on revenait fin août. Et avant d'y aller, toute l'année scolaire à Bordeaux où j'étais basé, d'autres étudiants de Bordeaux, d'autres écoles, tout ça, on était formés par des Français qui avaient déjà été l'année ou les années d'avant, et avec tout un processus de vente à apprendre par cœur, à s'entraîner, faire des jeux de rôle et tout. Toutes les semaines on s'entraînait, on apprenait par cœur avec des cassettes, on avait des manuels de vente que les Américains nous envoyaient, et après on a été formés une semaine à Nashville, dans le Tennessee là, avant de commencer d'aller en Californie pour ma part. Donc voilà, c'est une expérience extraordinaire.
C'est un truc de fou, quoi. Mais pourquoi ils allaient chercher des Français pour vendre des encyclopédies à des Américains? Alors ils prenaient beaucoup d'Américains, bien sûr, hein, mais dans leur idée de se faire connaître ou de... C'était aussi lié à la chambre de commerce franco-américaine de mémoire qui proposait aussi des jobs. Alors l'étudiant qui voulait aller aux States, il pouvait aussi aller travailler dans un parc national, tu vois, c'était plus cool. Ouais, parce que moi, c'était du 75 heures par semaine de boulot. Il y avait même un challenge de vente pour se motiver. Si tu veux, c'est statistique. Plus tu travailles, plus tu as de chances que ça marche. Donc, il y avait des diplômes en fin d'été. Si on avait bien fonctionné toutes les semaines, on avait des stats de vente à remplir, des stats horaires. Et j'ai fait 75 heures de travail par semaine pendant 9 semaines. J'ai eu un diplôme pour ça. Ah ouais. Ils nous faisaient gagner des t-shirts et tout. Mais au final... j'ai rentabilisé totalement mon séjour. J'ai même fait un bénéfice quand même. Ah ouais, bah en fait, j'ai même gagné un peu d'argent avec ça. Puis la deuxième année, j'ai fait un bon bénéfice parce que je touchais aussi sur les ventes de mes subordonnés. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Et alors, tu sillonnais la Californie au volant de la voiture de Starsky et Hutch? Ouais, exact. Alors, elle était pas de la même couleur par contre. Elle était pas blanche et rouge. Elle était bleue, un bleu Citroën Visa ou GS d'ailleurs. Un peu délavé. Parce que là où, alors ça, c'était pas en Californie, c'était parce que la première année, j'avais pas acheté une bagnole. J'avais un vélo, je sais plus quoi, un espèce de vélo dans la banlieue de Los Angeles. Mais deuxième été, oui, peut-être j'avais plus d'ambition, j'en sais rien. En tout cas, le mec chez qui on habitait, la famille où on habitait, il avait une vieille Ford Torino qui, je sais pas, elle était peut-être de 79 ou je sais pas, elle était dans sa cour derrière, voilà. Et puis elle roulait et tout, donc je lui ai acheté $500, donc c'est pas grand chose en 94, ouais. Et au bout de 8 semaines, à la fin de mon été, je l'ai revendue. Alors elle était un peu brinque-ballante, je l'avais menée à Seattle, Tacoma, machin dans la banlieue. La direction m'avait été plus terrible et je l'ai vendue $50 à un mec un truc d'occasion qui me l'a racheté jusqu'à 50 ans. Pour le coup, t'as pas fait une affaire. Là, j'ai pas fait la meilleure affaire du siècle. Mais j'ai des super souvenirs. Aussi au premier été, quand je suis revenu de la Californie pour aller reprendre l'avion, on retournait à Nashville, le siège de la compagnie, Oui. on a traversé les États-Unis en en Honda Accord coupé de 89, avec un système drive-away car, c'est-à-dire tu ramènes les voitures de quelqu'un qui déménage d'une côte à l'autre. Ah d'accord. Et on a eu un accident. Comme des cons, on était 3 avec 2 vendeurs qui étaient de mon école. Et puis à un moment, c'est d'ailleurs moi qui étais au volant, parce que j'avais 21 ans, j'étais le seul à pouvoir conduire. Et évidemment, au bout d'un été comme ça, t'es complètement fracassé, tu t'es fatigué. Et en roulant le deuxième jour, je crois, sans faire gaffe, j'ai dû faire un écart et on s'est emplafonné quelqu'un qui déménageait avec une énorme caravane, donc on a fait un tête à queue. Il n'y a pas eu de blessés, surtout pas. Mais du coup, après, on a attendu dans un espèce de relais restaurant façon Bagdad Café. Ça aussi, c'est des souvenirs extraordinaires. Avant de reprendre un bus, les bus Greyhound qui nous ont ramenés on devait être en Arizona, je sais pas où, jusqu'à Nashville. Et à Nashville, tu faisais les comptes avec la compagnie de bouquins qui te faisait ton chèque. Donc et voilà. Et après, on est retourné pareil en bus, je crois, pour aller à New York reprendre l'avion. Donc c'est tout un périple. Et ça apprend c'est la débrouillardise aussi, parce qu'évidemment les Américains, faut les convaincre en fait. Donc on avait une bonne technique de vente et voilà. Et d'autres trucs au niveau des bagnoles. Dans ces expériences américaines, j'ai été arrêté par la police, parce que quand t'es vendeur, les gens dans les quartiers américains, ils surveillent un neighborhood watch, il y a des panneaux, comme maintenant en France d'ailleurs. Et donc ils voyaient un mec comme ça qui allait de maison en maison. Pourtant, j'ai pas vraiment l'air d'un thug ou d'un voyou. Oui, j'imagine que t'as été en costume cravate. Alors pas du tout, non, c'était Bermuda, tenue correcte, mais Bermuda. C'était pas comme les Mormons ou je sais pas quoi. Mais du coup, oui, il y a certains quartiers. Pourtant, c'était un quartier qui était de bonne tenue. C'était pas non plus un truc super riche ni super pauvre, mais voilà, je sais pas pourquoi. Il y a des ados qui me voyaient un peu passer de maison en maison, puis peut-être pour en kikiner, ils ont fini un peu par parler avec moi, savoir ce que je faisais, puis moi j'ai parlé, normal. Sauf que 2-3 heures après, j'ai vu une voiture de police qui arrivait. Oui, parce qu'on bossait jusqu'à 9h du soir, donc il commence à faire un peu sombre, et donc peut-être les gens trouvaient ça bizarre, du coup. Oui, j'ai eu droit à juste une fouille, après je leur montrais mes papiers, mon autorisation de vente, mais tu flippes un peu ta race, quand même. Et j'ai failli me faire tirer dessus aussi, enfin... J'ai eu un Mexicain, je lui vendais des bouquins, je voulais le démarcher, c'était le soir, pareil. Et il avait un vrai doute sur mes intentions. Et je voyais qu'il avait dans sa poche une espèce il avait la main qui allait aller dans la poche et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un voisin qui est arrivé pour un peu calmer la situation. Et après,
le Mexicain, il a compris que j'étais un mec qui vendait juste des bouquins, il n'y avait pas de problème. Et du coup, il m'a offert à bouffer mexicain, le poulet mariné et tout, c'était top. Ouais, il avait une bosse dans son pantalon, mais c'était pas qu'il était content de te voir, quoi. Et puis je pensais aux trucs internationaux, bah du coup après j'ai étudié une année Erasmus à Hambourg, Ouais. donc c'est le côté Allemagne, hein. Moi je suis né à Nancy, à 500 mètres des concessions Mercedes et BMW, donc ça, on pourra y revenir après, mais la bagnole ça vient de là sans doute. Donc à Hambourg, une année Erasmus, c'est là que j'ai appris à parler vraiment allemand, quoi. Germanophone, germanophile. Ouais, parce qu'en fait l'Allemagne, il y a plein de gens qui s'y intéressent pas parce que c'est pas sexy, parce qu'en Ouais, en il y a école, d'autres destinations touristiques que privilégient les Français à l'été. Hein, c'est moins vrai. sexy que la culture anglo-saxonne, que les pays anglo-saxons en général. Et je crois qu'il y a que en y allant qu'on peut se rendre compte que c'est bien, quoi. Et moi j'avais déjà été une fois à Munich quand j'étais juste après le bac, donc j'avais bien aimé. C'est là que j'avais commencé à mieux parler allemand, parce que moi, langue vivante 2, j'étais pas terrible, quoi. Et puis après, bah oui, une année Erasmus à Hambourg, puis c'est là que j'ai rencontré ma femme. Alors c'est pas une Allemande, elle vient d'Avignon, donc voilà. Puis on était à 2 paliers en face l'un de l'autre, et après c'était des appartements de différentes nationalités. C'est l'ambiance un peu avec le film de Clapiche, là, avec Romain Duris, l'auberge espagnole, l'auberge allemande. Là. Mais super souvenir aussi, puis les bagnoles là-bas, parce que la ville de Hambourg, ça devait être la 2 ou la 3e plus grande ville allemande. Et c'est à la fois très riche, il y a aussi des quartiers pauvres, mais c'est la ville où il y a le niveau je crois, de revenus le plus élevé avec Munich. Et donc tu vois des caisses, des super caisses, quoi, des Bentley, des BM M5 Break à l'époque Touring. Wow. T'en voyais pas beaucoup en France, mais là-bas t'en voyais un paquet. Ça fait des bons souvenirs de bagnole. Tu m'étonnes. Bon alors après tes études, donc en école de commerce, tu n'as pas commencé à travailler dans la bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors je fais partie de la génération de ceux qui ont fait l'armée. Alors, voilà, j'en suis assez Oui. fier, même si j'ai pas un souvenir extraordinaire du truc. Moi j'étais troufion de base, hein, j'avais pas réussi les EOR, là, les trucs d'officier. Les officiers de Je réserve. m'étais planté, je crois, dans des tests sur des écrans, je sais pas quoi, j'avais pas bien capté tout ça. Bref, à l'armée de terre, donc du coup l'avantage c'est que tu côtoies plein de gens, tu sors de tes années étudiants et tu te remets un peu dans la vraie vie avec des gens illettrés même. Hein, des gens que t'aurais jamais côtoyés normalement, quoi. Mais ne serait-ce que pour ça, c'était constructif, on va dire. Mais du coup, après l'armée, bah, j'ai fait... Alors, il fallait trouver du boulot, je voulais pas rester chez mes parents trop longtemps à Nancy, parce que j'avais l'impression de revenir en arrière. Tanguy. Exact. Du coup, je recherchais, puis je crois que dans le Figaro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop sur Internet des choses, donc dans le Figaro, dans les pages saumon du Figaro, dans les petites annonces, il y avait marqué constructeur automobile cherche jeune diplômé pour assister son directeur général pour ses réunions, ses préparations, ses présentations, ses dossiers, machin. Donc j'ai candidaté. Alors pour l'anecdote, quand je suis allé donc c'était sur Paris, hein, je vais chez le cabinet de recrutement, et donc on parle et tout, je me présente, et puis au bout de 5-10 minutes, la personne du cabinet de recrutement me dit donc c'est pour Mercedes-Benz et c'est pour la partie véhicule industriel. Alors moi, intérieurement, Toi tu rêvais de SL, de classe S et tout. Oui, je savais qu'ils en faisaient des camions et des utilitaires et des bus, mais dans ma tête je m'étais même pas préparé à ce que ce soit cette possibilité-là. Et puis quand t'es en entretien de recrutement pour une belle marque comme ça, tu dis ah très bien. Tout de suite dans ma tête j'ai imaginé un chantier avec des camions de chantier Mercedes, des utilitaires avec des plateaux qui transportent du matos. Ouais. Et puis après ça l'a fait en fait. Alors ça c'était l'entretien de recrutement pour Mercedes, mais comme tu le disais avant, mon premier job c'était la banque. Parce qu'avant d'avoir ce contrat chez Mercedes, j'ai travaillé un peu plus d'un an dans une banque en Alsace, au CIC. C'était un programme jeune diplômé, donc ils vous prenaient en charge, formation, machin. Comme moi, à l'école de commerce, j'avais fait plutôt du marketing. Je me dis, bah pourquoi pas, tu vas être en alternance, ils vont te former sur les techniques de banque, tout ça. Et puis en plus, c'est une belle région, l'Alsace, on était dans les super hôtels, on mangeait bien, je me suis fait des bons amis là-bas. Mais bon, au bout d'un an d'Alsace, puis moi je suis Lorrain, donc Alsace-Lorraine, c'est pas toujours des copains. Et puis j'étais pas très bon en fait, je vais être honnête, hein, j'étais pas très bon, j'aimais pas trop ce que je faisais, parce que vendre du crédit, le mec d'en face il vend la même chose, hein, donc donc du coup voilà, j'ai recruté. C'était moins fun que l'automobile, quoi. J'ai cherché, voilà, ça me trottait dans la tête, je me dis mais qu'est-ce que tu fous? Et puis j'ai pas honte de le dire, hein, ils m'ont même on a fait un accord parce que j'étais pas bon, donc ils voulaient se séparer de moi, donc il fallait vraiment que je fasse autre chose. Et ça tombait bien, je commençais à me dire mais je comprends pas en fait trop ce que je fais là. Du coup je me suis mis à regarder
J'ai contacté des rédactions automobiles d'ailleurs à l'époque. Ouais. J'ai contacté Jean-Jacques Cornaer, moniteur automobile. Ouais. Il a eu l'élégance de me recevoir d'ailleurs quand je suis allé sur Paris pour les entretiens chez les constructeurs. Mais un matin, je suis allé à ses locaux, je suis dans le 9e là, et on s'est rencontrés. Il m'a reçu. Alors, il avait pas un recrutement en perspective, mais il m'a confié, pour me tester un peu, la rédaction d'un dossier, je crois, sur les financements automobiles, donc ça tombait bien. Oui. Donc j'avais un peu creusé la question jusqu'au moment où après, assez rapidement, j'ai été engagé chez Mercedes, donc ça n'a pas abouti, mais j'avais une piste. Et j'avais aussi contacté AutoPlus, j'avais relancé 5-6 fois le rédac chef, après il m'avait répondu qu'il fallait arrêter de relancer. En gros, si ça répondait pas, c'est que c'était Thierry Sohaf, je crois, à l'époque. Ouais, effectivement. Ouais. Et puis j'avais aussi contacté l'Automobile Magazine et moi je rappelais parce que je lui dis technique de vente à l'américaine, tu te laisses pas faire, s'ils répondent pas, tu mets un pied dans la porte, tu reviens par la fenêtre. Et j'avais eu en ligne, alors je sais pas qui c'est, mais un échange. J'étais déjà étonné que j'ai un mec de la rédaction en ligne qui accepte de parler quelques minutes avec moi, et je sais plus qui c'est, mais c'était sympa. On avait échangé, il m'avait dit oui, il vaut mieux être basé à Paris quand même, c'est un milieu voilà très parisien. Moi j'étais à l'époque à Mulhouse, hein, je finissais mes trucs de banque. Puis finalement, voilà, recruté chez Mercedes au siège de Rocancourt en 99. Donc j'étais bien content de retrouver l'automobile ou de la trouver pour de vrai. Et donc alors, qu'est-ce que tu as fait au début, à tes débuts chez Mercedes ? Alors dans les grosses boîtes allemandes, et peut-être françaises aussi maintenant, il y a une tradition, c'est ce qu'ils appellent la pépinière des jeunes diplômés. Donc ils prennent des gens qui sont ingénieurs ou école de commerce ou autres. Ils les font faire pendant 1 an et demi, 2 ans des postes d'assistant. Donc assistant, c'est un peu secrétaire de luxe, hein, c'est-à-dire tu fais pas que préparer les cafés, mais tu prépares plutôt des dossiers, des présentations PowerPoint. Alors à l'époque, c'était encore des slides, on imprimait des slides avec les machines à slides. Il fallait avoir, quand il y avait des conventions concessionnaires, moi je préparais tout le matos, il fallait avoir dans le coffre une deuxième machine à slide au cas où la première se pèterait, ou une ampoule, je sais pas quoi, il fallait des sliders champ, tout un bazar. Donc voilà, je préparais ça, je faisais aussi des dossiers pour l'Allemagne que notre directeur général, donc véhicule industriel, donc camion et utilitaire Mercedes, il devait présenter des stratégies de développement des ventes de tel truc, il fallait que je prépare des choses comme ça. Puis ça me permettait d'être en contact avec tous les directeurs aussi de toute la branche Mercedes France de ce côté-là, donc le marketing, la prévente, la finance, etc. Donc c'était une super expérience pour découvrir tous les métiers. Et au bout de 2 ans, j'ai fait... après, ils nous changent, hein, on finit de la pépinière. Donc, mon premier poste, c'était au marketing pour le Mitsubishi Fuso. C'est un petit camion de chantier qui a été importé par Mercedes France, qui a repris l'importation de ce véhicule à Volvo France, puisque Daimler est actionnaire de Mitsubishi à 55% ou je sais plus quoi. Donc, j'ai fait du marketing à ce niveau-là. Et puis après, toujours un peu dans les utilitaires aussi du marketing, et après marketing camion, jusqu'au jour où moi je passais régulièrement à la direction communication au rez-de-chaussée, voir 2-3 collègues, et Thomas Morales, que tu connais, que tu as interviewé, que j'ai reçu ici, oui, effectivement. J'avais sympathisé un peu avec lui au service reprographie, parce que lui il imprimait toujours une revue de presse, tout ça, et en parlant avec lui de temps en temps je venais piquer des bouquins, des magazines et tout, parce qu'il s'occupait de ça. Et en 2-3 ans après que j'ai été embauché chez Mercedes France, que je faisais mes trucs de camion et utilitaire, il m'appelle parce que lui il allait changer de crèmerie en fait. Lui il avait fait 3 ans, il en avait marre. Il voulait faire, je pense, écrivain comme il l'a fait après avec talent. Et du coup il m'a sollicité pour me dire si ça m'intéressait de reprendre ses fonctions. Et du coup, ça a abouti. En fait, j'ai été recruté pour m'occuper de la revue de presse. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, le gars qui lit tous les bouquins de bagnole depuis que j'ai 7-8 ans, et on te propose le job où tu vas être payé pour lire la presse auto. Pour lire, c'est un peu un résumé, parce que c'est pas ça. Alors à l'époque, maintenant, tout est digitalisé. Mais à l'époque, il fallait... Alors, on avait les magazines papier, bien sûr. Et on feuilletait rapidos, et c'était, je crois, nous-mêmes qui en faisions les photocopies des articles les plus importants. Après, on le reproduisait à une 20aine d'exemplaires et on allait le diffuser sous une belle pochette plastifiée aux directeurs généraux de toutes les... Alors, c'était la revue de presse de voitures, hein, Mercedes-Benz, Smart, bien sûr. Et à l'époque, on avait fusionné déjà avec Chrysler, Jeep, Dodge, donc il y avait toutes les marques. T'avais les utilitaires et les camions.
Bref, un énorme panel de marques et de produits. Et donc, il fallait quand même pas mettre un pavé dans la revue de presse à chaque fois. Donc, il fallait, avec mon responsable, on synthétisait ça. Et c'est devenu digitalisé quelques années plus tard, heureusement, quand même. Et vous calculiez la surface éditoriale de chaque article Oui, alors on le faisait faire quand il y avait des études, après des essais presse, on payait un cabinet d'études pour évaluer cette médiatisation. Pour savoir, par exemple, s'il y a un bel article de 6 pages dans l'Automobile Magazine, l'agence va vous dire, tiens, si vous aviez voulu faire de la publicité dans ce même magazine, ça vous aurait coûté tant. Alors c'est un peu bizarre comme comparaison, mais c'est pas idiot, hein. Ça peut faire du sens pour ne serait-ce que pour justifier le budget du service presse. Le job de RP. Alors on va peut-être laisser de côté pour l'instant ton parcours professionnel. Tu m'as cité des situations amusantes ou incongrues que tu as vécues évidemment en rapport avec la voiture. Et il y en a une qui m'a particulièrement intrigué. Tu m'as dit, j'ai fait faire le tour du périph' en ferraille mondiale à mon voisin. Alors je veux bien que tu m'expliques un peu ce qui s'est passé là, parce que j'ai pas compris. Donc j'avais un voisin dans le 15e, un voisin japonais, un voisin de palier, donc on se disait bonjour et tout, puis en parlant comme ça, moi je lui dis, moi j'ai une Alpha 33 16 soupape, 16V là, celle de restylée, un moteur extraordinaire, la boîte qui se manie pas du tout bien, mais super souvenir de bruit du moteur Boxer. Et moi je la mettais en vente cette voiture parce que chez Mercedes-France on peut louer des bagnoles et j'allais louer une Classe A, j'étais tout content, première Mercedes, tu loues ça en tant que véhicule collab. Du coup je mettais en vente cette voiture et lui ça pouvait l'intéresser et du coup on a été faire un tour avec ma bagnole. Et après, il m'a montré c'est lui qui avait une Ferrari mondiale de 1980, un truc comme ça. Et il m'a proposé de faire un tour du périph' avec. Alors j'ai pas fait à 200 à l'heure comme Sport Auto en 87. Ouais, j'allais dire, parce que on me dit tu veux faire un tour en Ferrari mondiale, moi je vais pas dire ouais, un tour de périph' c'est bien, ouais. Pourquoi ? Mais c'était un samedi matin, il y avait pas grand monde, donc et puis il y avait pas les radars encore qu'il y a maintenant. Ouais. Mais bon, on l'a pas roulé comme des fous, mais c'était pour moi la première fois que j'avais une Ferrari entre les pattes. Donc ça. Et puis j'ai toujours adoré la mondiale. Alors j'ai des goûts bizarres parfois. T'es pas le premier sur ce podcast à avoir des goûts bizarres. Hein. Des homologues à toi, Pierre Lefebvre chez Automobile Magazine, lui, quand je lui dis que j'adore la BX ou la XM, il me dit t'es un pervers. Mais il y en a quelques-uns dans la profession, on ne citera pas de nom, hein, mais de pervers adorateurs de BX, il y en a quelques-uns. En fait, je préfère la mondiale. J'aime mieux sa forme que la 328 ou une 308, mais je suis pas un grand expert des Ferrari, mais je suis parfois le gars qui aime bien les mal aimés. Oui, je te confirme, là, parce que c'est bien la première fois que quelqu'un me dit qu'il trouve une mondiale plus jolie qu'une 308. Ouais. Et parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin chez mes parents, une année ou deux, mes parents m'avaient payé un abonnement à Road on Track et Car on Driver, et du coup je me rappelle des essais de l'époque de ces bagnoles et des publicités de l'époque, et peut-être c'est ça la connexion avec la mondiale que j'ai pu avoir pour un tour de périph'. Ah oui, un petit souvenir du rêve américain, quoi. Ouais. Bon alors, tu travailles dans la com ne t'a pas suffi, tu as envie d'écrire, visiblement c'est une envie que tu avais depuis très longtemps. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas ? Alors oui, alors comment on pourrait résumer tout ça ? Je savais que Thomas Morales, quand il avait quitté Mercedes-France, il s'était mis à son compte pour écrire des bouquins, etc. J'ai un collègue aussi, mon homologue, moi je m'occupe aujourd'hui de la partie utilitaire relations presse, et mon homologue Antoine Grégoire, c'est son nom de livre, Olivier Amélino, voilà. Qui s'occupe des camions, et tous les deux écrivaient déjà des bouquins, avaient commencé à écrire des bouquins chez ETAI, dans la collection Beaux Livres. On n'est pas dans de la réparation, guide de réparation, on est dans de l'histoire automobile, avec des belles photos, des histoires, la genèse et tout ça. Et ça m'intriguait vraiment, comment ils y arrivaient, comment c'était possible d'y arriver. Du coup, Thomas m'a mis en contact avec, à l'époque, Claudine Latouille, qui s'occupait de la collection Beaux Livres. Et Claudine me reçoit, déjà, alors... pas facile d'être reçu en entretien pour une maison d'édition qui ne te connaît pas, donc je m'étais référencé de Thomas Morales, qui avait déjà écrit le livre La Volvo 240 de mon père. Et donc j'avais aucune réponse, hein, j'avais fait contact par mail, tout ça. Bon, j'ai appelé, du coup c'est là que tu dis que le téléphone c'est quand même pas mal, parce qu'au moins la personne, elle ah oui, je vous ai pas oublié, mais bon, bref, elle me reçoit. Et puis on parle, donc moi je m'étais préparé, j'avais amené ce que je faisais déjà à la direction communication, on écrivait la lettre aux journalistes tous les mois, on faisait une qui était assez appréciée je pense, parce que ça récapitulait toutes nos actus tous les mois, on faisait ça avec Olivier Amélino et Jean-Pierre Morlet, un autre collègue. Du coup je lui ai apporté ça, j'avais aussi écrit des lettres du club Mercedes Voiture Ancienne, donc j'avais écrit
parce que nous on sponsorisait le club et on leur écrivait leur gazette, donc j'avais écrit 2-3 sujets là-dedans, où j'avais apporté 2-3 preuves entre guillemets d'écrit. Et puis elle est en train de se dire oui, pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose. Alors elle est en train de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme modèle iconique, machin et tout. Puis moi j'avais quelques idées en tête. Déjà je lui parle d'AMG. J'ai toujours fasciné par les Mercedes AMG, Mercedes sportive. Puis non, ça c'est pas très vendeur et tout. C'est du tuning en gros. Bon, je lui ai prouvé après coup que c'était pas ça, mais on va y revenir peut-être. Et puis elle me dit ah tiens, Jaguar type E, tu saurais faire ça. Puis dans ma tête, j'ai eu juste un déclic d'une demi-seconde. J'ai dit putain, la Jaguar type E. Ouais, je la connais, la Jaguar type E, mais j'ai jamais fantasmé totalement dessus. Enfin, puis quand t'es en entretien avec une maison d'édition qui a pignon sur rue, tu dis ah mais oui, bien sûr, Claudine. Excellente bah oui, idée. Écoute, non, mais oui, ça oui, tombe pas de bien, problème. c'est la voiture de mes rêves depuis que je suis tout petit. Pas de problème. Il y avait quand même une connexion avec mon enfance aussi, parce que dans toute passion, il y a des connexions comme ça. Quand moi, mes parents sont profs, mon père était prof d'anglais, et il nous emmenait en vacances, mon frère, ma mère et moi, dans des collèges américains où tu faisais, toi, les enfants, on était pris en charge par des moniteurs, on faisait du sport, tout ça. Et puis on parlait un peu anglais, mais et il y avait un autre gamin, il avait une Jaguar type E miniature jaune, le jaune un peu à la Jaguar années 70. Bien, Et donc j'avais cette connexion, j'avais bien aimé jouer avec, donc du coup je me suis dit ah tiens, ce modèle peut être agréable à travailler. Du coup je me suis investi dans ce projet. Et on a réussi à sortir j'ai la fierté de dire que je suis le premier Français à avoir écrit un livre sur la Jaguar type E qui n'était pas un guide de réparation qu'eux avaient déjà publié. Oui. Mais j'avais et c'était une expérience pour moi de dingue. Alors tu fais ça en plus du boulot, faut préciser quand même. Oui. Ouais, j'avais la chance à l'époque d'avoir un boulot encore un peu light. De temps en temps dans la journée, j'allais un peu choper sur internet des infos, mais tu fais ça surtout le soir et les week-ends. Et comme ma femme, elle attendait notre premier enfant, c'était en 2009, ça l'arrangeait que je me lève au milieu de la nuit pour donner le biberon. et je me levais à 5h du mat pour écrire le Jaguar type E. Et c'est top parce que j'avais réussi à être en contact avec l'ancien directeur après-vente Jaguar France, Delcroix, puis ensuite du temps de British Leyland France. Alors le mec, ça c'est extraordinaire, hein. Tu l'appelles pour... quelqu'un m'avait donné son contact. Et tu lui dis, je veux écrire un livre sur la Jaguar type E. Oh non, tout a déjà été écrit. Non. Puis le mec, il avait pas envie de raconter à nouveau l'historique de la voiture et tout. Puis bon, je discute un peu avec lui. Je dis non, mais vous savez, on va l'aborder de telle manière et tout. Et on a fini par avoir d'excellents témoignages de notamment ce mec-là qui m'avait donné une bonne idée, je pense aussi, c'est d'analyser la voiture dans son contexte. Parce que évidemment. Comme la BX aujourd'hui, hein, on fait un parallèle entre la Type E et la BX, c'est bizarre. Osé, hein. C'est osé comme parallèle. Tous les mecs ou la Fuego qui disent c'est des voitures moches, excuse-moi, mais moi quand j'avais 10 ans, quand la BX est sortie, j'étais en 6ème, en 82, elle était hyper moderne, elle ringardisait les R18 et les 305 et les Ascona, donc faut pas oublier ça. Dessiné par Marcello Gandini, faut pas l'oublier, le mec qui a dessiné combien de Lamborghini. C'est ça. Et le mec de chez Jaguar France, qui était en retraite, hein, il me disait, voilà, Jaguar type E, elle était réputée pour très mal freiner, les premières séries, consommer de l'huile, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, donc les gens, ils roulaient comme des dingues sur les nationales, puis ils freinaient parce qu'ils utilisaient beaucoup les freins, donc c'était ça aussi. Bon, ceci dit, Jaguar a quand même optimisé les freins de la type E sur la 4 litres 2, enfin voilà, mais tout est important de comprendre qu'on doit quand même juger une bagnole aussi sur son époque. On peut quand même, oui, dire 40 ans après, machin, mais il faut surtout pas oublier tout ce qui était le contexte de l'époque de plein de bagnoles. Et de temps en temps, dans la presse auto, on voit des gens qui restent trop dans l'époque actuelle et qui comparent des trucs d'il y a 40 ans. Oui, c'est sûr, quoi. Oui, ça n'a pas de sens en plus Moi, ça m'arrive de faire des essais de voitures anciennes, pas très anciennes, mais quand même. Et enfin, toute manière, ça n'a pas de sens de dire c'est mieux ou moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, la personne qui, toute manière, va lire cet article-là, elle veut savoir est-ce que cette voiture, comment elle est à conduire, quoi. Après, se comparer à des voitures modernes, ça n'a absolument aucun sens. Bon, bref, fermons la parenthèse. Du coup, tu mènes deux vies. Tu as ta vie de professionnel à la communication, on va dire. Tu as ta vie de auteur, journaliste, on va dire. Comment c'est un peu antinomique, hein, parce que c'est les ennemis, non, ça tire pas dans le même sens. Donc comment t'arrives à concilier ces deux aspects? Alors déjà à la base, moi je dirais que je suis aux relations presse camionnette. Hein. Je suis pas dans la bagnole, je suis pas dans les EQS, EQA de mes collègues.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être j'arrive à faire tout ça, parce que les bagnoles actuelles, il y en a certaines que j'adore, hein, mais je suis quand même vachement ancré années 70, 80. Et alors comment j'arrive à faire tout ça ? En fait, comme je disais, il y a 10 ans, à la DIRCOM, on était une direction assez nombreuse, les tâches étaient assez réparties, donc j'avais un job relativement light à un moment donné, ce qui m'a permis quand même de pas être trop crevé quand tu rentres du boulot. Du coup, tu peux embrayer sur l'écriture du bouquin ou d'articles, parce que j'ai commencé à écrire aussi à l'époque, avant les bouquins, dans Étoile Passion, le magazine sur les Mercedes, de Pascal Drault. Et après, au fil des années, j'ai optimisé aussi mon écriture, c'est-à-dire comme je suis... Ouais, tu t'optimises, tu as des connaissances que tu réutilises, mais tu les reformules différemment, avec des angles différents, donc tu arrives à mieux gérer ta productivité, en fait. Mais il faut que ça reste de la passion. Tu améliores, tu optimises aussi tes qualités d'écriture avec le temps, tu as plus de facilité. Ouais, c'est des fois pénible de se relire 10 ans après. C'est bon signe, ça veut dire que t'as progressé. Oui. Oui, j'avais même un Hubert Barada qui travaille chez Étoile Passion, qui est quelqu'un en retraite, hein, et lui, c'est sa passion de retraité, c'est du matin au soir. Il écrit des articles même à l'avance d'être accepté, les articles. Il les propose après à Pascal Drault, le rédac chef. Et Hubert, il me disait un coup, ouais, là, ce que t'as écrit, ouais, c'est un peu... Alors, il savait que moi, j'étais chez Mercedes France, donc il y allait un peu avec des pincettes, mais on s'entendait bien. Il me dit, ouais, voilà, ça manque un peu de fantaisie, genre, lâche-toi. Il me dit, lâche-toi, en fait. Et c'est un vrai enseignement que j'ai gardé. Alors, tu racontes pas comme t'es au café du commerce, mais il faut être dans une certaine spontanéité et tenter des trucs, en fait. Bah oui, parce que t'es plus dans la com, quoi. T'es plus le porte-parole d'une marque avec une parole qui doit être maîtrisée, encadrée, qui doit rentrer dans les clous. Oui, c'est sûr. Et puis après, quand j'écris dans Étoile Passion, le magazine sur les Mercedes, moi je me dérange pas de critiquer des trucs, hein, je veux dire. Moi j'avais demandé, en fait, avant de commencer de faire tout ça, aux ressources humaines chez Mercedes France, est-ce que c'est antinomique ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter pour écrire, faire autre chose ? Ils m'ont dit, bah non, du moment que vous écrivez pas que le patron de Mercedes France c'est un fiefé empaffé ou je sais pas quoi, on vous emmerdera pas. Enfin, on a aussi une passion autre qui... Il n'y a pas de diffamation. Voilà, je pense que c'est dans des histoires de diffamation qui pourraient m'enquiquiner, comme ils enquiquineraient n'importe qui d'autre, en fait. Oui, bien sûr. Et ce que je voudrais préciser, c'est que j'ai accès aux mêmes sources que n'importe quel autre journaliste, en fait. J'utilise, par exemple, les images d'archives Daimler, Mercedes, qui sont les plus étendues du marché, à mon sens. Alors, pas dans le site Public Archives, qui est un site déjà premier niveau, mais le deuxième niveau, c'est extraordinaire. On a une marque qui a conservé tout, quoi. Et du coup, on a des possibilités de sujets extraordinaires, mais je n'ai pas plus accès qu'un journaliste d'autres canards. C'est pas parce que je suis chez Mercedes France que moi j'ai pas de privilège, en fait. Voilà. Tu as une passion pour la Youngtimer. Ça devient d'où ? Alors moi j'étais né à Nancy, à 500 mètres des concessions BM et Mercedes, donc ça a dû jouer. Les souvenirs d'enfance. Ouais. Puis mes parents, ils roulaient en break français, 305 break GL ou Renault 12 TL, donc c'est pas très sexy. Ouais, ça fait pas rêver, ouais. Mais ils savaient que j'aimais bien la bagnole, tout ça, donc par exemple, ils m'ont abonné au magazine américain que j'ai dit tout à l'heure. Ils m'ont laissé, j'ai pas eu de... Mais je l'ai développé tout seul, hein, tout ça. Mais c'est dans mon entourage. J'avais un oncle qui était dirigeant d'une entreprise, d'une aciérie en Meurthe-et-Moselle. Il y a pas mal d'aciéries et tout ça. Donc lui, il avait des DS. Je me rappelle de ça. Il nous ramenait en DS. J'ai un souvenir dans une DS break qu'il nous avait ramené d'un mariage. Est-ce que tu avais vomi ? C'était un petit trajet, ça a été. Et après, j'avais un oncle qui, lui, était parisien, qui revenait en Lorraine dans la famille régulièrement. Et lui, il était ingénieur informatique, donc lui, il a toujours des belles bagnoles, genre R5 Alpine, R18 GTS, alors, celle avec les petits lafards et marqué 5 vitesses à l'arrière, vitre électrique. Pour moi, dans la fin début des années 80, c'était le seul de la famille, alors des caisses à peu près sympas, donc ça m'amusait. Et puis, j'ai ma marraine et mon oncle qui, eux, ont été c'est les premiers qui m'ont un coup acheté. On était dans les Vosges, on va au magasin de journaux là, puis ils m'ont acheté un magazine, je me rappelle, c'était l'Automobile Magazine, c'était le premier que j'avais entre les mains, et j'ai gardé aussi un super souvenir d'avoir eu ce premier magazine. Et puis après, je sais pas, c'est dur à expliquer parce que c'est comme ça se nourrit,
Je me rappelle des Mercedes dans les années 80, les SLC ou les séries S, classe S, qui avaient des renforcements à l'intérieur des portes, des contre-portes toutes rembourrées. Là, ça m'impressionnait beaucoup à l'époque, ces trucs-là. Alors du coup, t'en as eu quelques-unes, t'en as encore quelques-unes. Est-ce que comme ça, tu pourrais nous citer quelques-unes des Youngtimer que tu as eu? Alors, j'ai pas la chance d'être comme mon ancien directeur communication multipropriétaire de Youngtimers, Gauthier Maréré, mon collègue, qui fait autre chose maintenant. Je crois qu'il avait 15 bagnoles d'un coup à chaque fois en permanence. J'en ai parlé aux journalistes. J'ai eu l'occasion une fois d'aller chez lui. Voilà. Effectivement, je crois qu'il a toujours une très belle collection. Ouais. Et non, moi j'ai toujours eu une voiture principale, soit une Mercedes de location, soit autre chose, un monospace pour la famille, parce qu'on a 2 enfants. Mais parlons justement des enfants. Juste avant la naissance de notre premier enfant, Mathieu, je regardais évidemment les annonces en permanence depuis des années. Et puis je me disais depuis longtemps, oui, j'aimerais bien m'acheter une bagnole de Youngtimer. Et j'avais repéré un 300 CE, un coupé 300 CE 24 soupapes, noir métal, très beau véhicule. Alors moi je suis pas l'acheteur maniaque qui veut acheter état concours. Hein. Moi je veux un truc qui roule, qui soit en bel état, mais sans... Parce que moi je suis un psychopathe de la mécanique, je fais rien. Ouais, pareil. Et du coup, on savait que notre fils allait... On était à peut-être 1 ou 2 semaines de l'accouchement. Je me suis dit, il faut y aller, il faut acheter la bagnole avant qu'il arrive, sinon j'aurais la tête ailleurs. Ma femme, elle va m'enquiquiner si j'achète une bagnole quand il sera né. Donc je vais la voir, je l'essaye dans le 77. C'est un vendeur professionnel. Là. Bon, elle était correcte et tout. Je retourne une semaine après, je l'achète et c'était très bien. J'ai gardé 2 ans. Et après, je l'ai revendu parce qu'au bout de 2 ans, j'avais envie de changer. Tu t'es lassé. Et j'ai acheté un break C43 AMG, ça c'était super sympa. De 98, un truc de dingue. C'est magnifique la combinaison entre la discrétion. C'était. Et puis un gros moulin. Un taxi quoi, le truc. Elle venait d'Allemagne, donc le mec il avait mis un pot un peu. Alors c'était pas un truc de tuning, mais c'était un pot un peu plus majoré, donc ça faisait un super bruit. Ouais, parce que déjà de base, ça faisait déjà un joli bruit. Hein. Ouais. C'était vraiment sympa. C'était les W202. 202, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis après, donc je l'ai revendu après 1 an et demi après. Gauthier, mon directeur communication chez Mercedes, il avait un ami qui venait, parce que lui il est originaire de Tahiti, donc il avait quelqu'un qui venait de là-bas, je crois, pour l'été en France, et il avait besoin d'une bagnole, cet ami, pour se balader un peu partout dans les Alpes et tout. Bon, il dit tiens, break C43 MG, ça peut le faire comme voiture d'été. Donc, et puis lui, Gauthier, il avait une de ses voitures, c'était un SL coupé cabriolet des années 2002, là, 2002, en bleu topaz, un très beau bleu. Donc je lui ai acheté que j'ai essayé. Ah ouais, exact, ouais. Je me rappelle. J'avais fait un sujet pour Étoile Passion, on avait fait un sujet avec toutes les générations de SL et j'avais essayé celle-là. Ouais. Du coup, il m'a racheté mon break, son SL valait plus, donc j'ai payé la contrepartie et je l'ai gardé 1 an et demi, 2 ans, c'était vraiment très onctueux, très très agréable. Avec 2 enfants, tu avais un SL, donc 2 places. Alors j'avoue, ça c'est pas bien. De temps en temps, je les foutais derrière pour aller au bout sur l'île de Puteaux, là où j'habite, pas loin. Je les calais derrière. J'allais pas loin, j'allais pas à l'autre bout de la France ou de l'île de France. Et c'était vraiment sympa. Et puis après, j'ai eu T'as eu une CX ? Ouais, j'ai une Peugeot 604. Alors, j'ai toujours adoré la Peugeot 604. Et un ancien collègue que tu as connu, Sébastien Degers, Relations Presse, il est resté 1 ou 2 ans à cette fonction. Il avait cette CX. Et lui aussi, quand il avait quitté la boîte, il l'avait mise en vente. On était restés en contact. Et sur Lyon, à un salon des véhicules industriels, là, on a fait la transaction. À cette époque-là, donc, j'ai eu 2 bagnoles. J'avais le SL 500 et cette Peugeot 604 SL de 82, ex-ambassade d'Argentine à Paris. Forcément. Avec le pack. Le porte-fagnon et tout. Alors, je sais plus s'il y avait. Je crois pas qu'il y avait le porte-fagnon, mais elle avait le toit ouvrant électrique, le siège cuir. Elle avait des jantes de GTI, donc bel état. Belle jante, ouais. C'était un bleu non métallisé, un bleu foncé assez belle. Et j'avais j'ai un cousin guitariste qui a fait le conservatoire, qui est prof dans le 19e, alors il est pas bagnolard comme moi, mais il a toujours aimé la Peugeot 604 et il me harcelait presque pour me la racheter. et j'ai gardé que 3 mois parce que je l'ai vendu. Parce que bon, ça s'est fait comme ça. Mais j'adore cette bagnole, enfin la 604, j'ai adoré en fait. Et encore plus la CX GTI que j'ai eu après.
Parce que j'ai revendu du coup le SL, je l'ai remplacé par une CX GTI, bizarre, hein, tu vas dire. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est un... Et puis POA, le petit Renault Body, il m'avait interviewé. Je me souviens de et ça. ça avait bien marché, c'était rigolo comme tout. Et la CX, c'est la voiture que j'ai eue en 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai des bagnoles, que je change tous les 2 ans. C'est celle qui a eu le plus de connexion avec les gens dans la rue, dans les collègues, au travail. Quasiment tout le monde a des histoires avec les CX, de leurs oncles, leurs tantes, je sais pas quoi. Et c'est une voiture de dingue. Moi, elle avait un intérieur bleu, je crois. Ouais, bleu, ouais. Une GTI de 82, je crois, c'est ça, ouais. Donc vraiment, non, c'était super ça. Et puis, pareil, je l'ai gardé 2 ans à peu près. Et après, je l'ai remplacé par une BM 728i de 98, donc rien à voir. Oui, Retour aux Allemandes, quand même. Mais alors, c'est pareil, quand t'achètes des bagnoles, tu regardes. Les achats parfois se font par la proximité. Ouais. Et là, c'était quelqu'un à Puteaux, là où j'habite, qui avait fait des belles photos. Sa voiture, c'était un maniaque. Donc la voiture était dans un état extraordinaire. Et comme j'ai toujours bien aimé la ligne de cette série 7, c'est quand même une très belle ligne. Nous, en face, chez Mercedes, on avait la grosse W140, c'était un peu moins sexy. Super confortable, la 140. Hein, attention. J'en avais essayé une et j'en garde un souvenir. Je respecte mon employeur. Émerveillé. Non mais sans blague, hein, pour le coup, je suis complètement neutre là-dessus. Et c'était une voiture d'une technologie extraordinaire. Et moi je me souviens, c'était une S500 courte, je crois que j'avais essayé. Et je m'attendais à une espèce de gros Panzer lourd et tout, et en fait c'est agile, et c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Une caisse qui fait 2 tonnes, qui effectivement a une allure de Panzer démilitarisé, mais qui montait pas sur l'autotrain pour aller à l'île de Zult en Allemagne. Il y a des milliardaires à Zult, l'île au-dessus de Hambourg, et il y a des autotrains pour mettre les bagnoles. Elle était tellement large qu'elle pouvait pas y rentrer dedans. Il y a plein d'anecdotes sur la W140. J'en ai écrit des articles pour le magazine Étoile Passion. Il faut faire un bouquin maintenant sur la W140. Je sais pas s'il se vendra tellement. Ça remonte, hein, ça recommence à intéresser du monde, ça, la W140. Ouais. Et j'ai eu, du coup, on parlait de la BM 728. C'est celle que j'ai gardée le moins longtemps. En fait, pour quelle raison ? Je sais plus pourquoi, je l'ai bien aimé, c'était une boîte auto, très, très onctueuse, très jolie voiture, même en 2,8 litres de base, entre guillemets, ça marche vraiment pas mal. Et puis il s'est trouvé que le magazine Étoile Passion sur les Mercedes, là tous les ans il fait un festival, il réunit les passionnés de la marque qui amènent leur voiture, ils payent une cotisation pour participer à ce rassemblement. Et c'est sur le rooftop du garage Manès, pas à Pantin mais dans le 94, Ivry-sur-Seine de mémoire, oui. Donc t'es à un endroit, t'as une très belle vue sur Paris, t'as 50 Mercedes exposées en plein soleil, magnifique. Et il y avait une belle 560 SEL, une classe S, bleu métal, intérieur crème, je me dis ça change du gris et du noir. W126. Une W126, et du coup... alors je commence à voir... Donc celle des années 80, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers dans les codes W. Les codes, c'est pas facile, il n'y a aucune logique dans les codes. Et du coup, effectivement, je parle avec le propriétaire et tout, et puis il me ramène même chez moi, parce que j'y avais été en métro. Non, pardon. Cette année-là, j'y avais été en passager d'un Marc Orlu, le vice-président du club W124, donc ça c'est les classeux, qui habite pas loin de chez moi, et qui m'avait emmené avec son coupé de 220 SE des années 60. Donc ça aussi c'est rigolo comme tout. C'est une boîte 4, et même à 60, le moteur il tourne à 4000 ou 3000, c'est assez bruyant quand même. Mais toutes les voitures à l'époque étaient apparemment comme ça. Mais du coup voilà, le propriétaire de la classe S me ramène chez moi, puis je fais un petit tour au volant avec. Puis une semaine ou deux après, oui, je lui ai acheté parce que c'est une voiture qui m'a toujours fasciné en fait. Mercedes en a vendu presque 1 million. Ah non, mais c'est fou. Hein. Presque 900 000 en intégrant les coupés SEC. Il n'y a aucune marque qui a fait ça en fait. Et les générations d'avant ou d'après cette W126 se sont vendues moitié moins. Donc c'est un phénomène unique. C'est celle d'Helmut Kohl, c'est celle de... alors dans des films, dans un film des années 80 avec Depardieu, rive gauche, rive droite, machin. Oui, il y en a plein dans le cinéma. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui, je trouve, a très bien vieilli esthétiquement, quoi. Elle fait toujours classe et pas massive en plus. Je la trouve plus fine que la W116 qui était avant, ou évidemment que la W140 qui arrivait après. J'adore la 116, hein, c'est la génération d'avant, j'aime beaucoup en fait. Celle de 72. J'avais essayé la 6.9. Ah oui. La Zexmoin.
et avec le gros V8 6 litres 3, 6 litres 9 qui faisait 280 chevaux, je sais plus. Oui. C'était le TGV de l'époque, ça. Exact. Moi, oui, parce que avant d'écrire dans un magazine, tout ça, j'avais un collègue chez Mercedes France. Il y a quelques fous de bagnole chez Mercedes, peut-être ailleurs aussi. Sans doute. Le gars, il est manager, il travaillait à la direction réseau, avec des responsabilités et tout, mais c'est un fou de bagnole. Et il est un des cofondateurs du site automobilesportif.com. Alors je crois qu'il a changé après, il a revendu ses billes et tout. Mais il avait produit des sujets là-dedans, puis comme je vois que c'est un collègue, moi je trouvais son site très bien, assez fourni, détaillé et tout. Donc je le connaissais pas, puis on se rencontre et tout, puis je lui dis tiens, tu pourrais me faire un sujet, ça m'intéresserait. Et donc le premier que j'ai fait c'était la 6.9, la classe S, et donc j'ai bien creusé le sujet et tout, puis j'ai contacté quelqu'un qui en vendait une pour l'essayer, donc c'était une couleur marron clair métal magnifique. Oui. On a été roulé un peu dans les routes de campagne vers Villepreux dans le 78, donc excellent souvenir aussi. Ça fait un bruit aussi assez impressionnant. C'est une machine très impressionnante. Ouais. Et ça consomme genre 30, tu vois les consos à 39 litres au 100 à 180 par exemple. Oui, puis c'est une danseuse à entretenir en plus, parce qu'il y a une suspension hydropneumatique là-dessus, brevet Citroën. C'est presque aussi complexe qu'une Mercedes 600. Enfin, ça c'est encore plus complexe. Ouais, la 600 c'est encore en catégorie. Mais on pourrait faire un épisode complet sur la Mercedes 600. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Bref. Il y a un spécialiste dans le 28, tu peux peut-être. C'est vrai. Jean-Christophe Brantôme. Je ne connais pas spécialement, mais peut-être tu peux. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que je pourrais approcher, complètement. Bon, on parle beaucoup du Youngtimer, mais finalement, c'est quoi un Youngtimer ? Parce que là, pour tout te dire, alors, cher auditeur, sachez que vous pouvez, en général, j'annonce les épisodes à l'avance sur les réseaux sociaux, et vous pouvez poser des questions aux invités. Et là, j'ai une question sur Twitter d'un internaute qui a comme pseudonyme British Racing Gecko. Lui, sa question, c'est est-ce qu'on peut considérer les sportifs des années 2000 comme des Youngtimers ? Et lui, il pense notamment à la Porsche 996. Alors du coup, est-ce qu'on arrive à définir ce que c'est qu'un Youngtimer de façon un peu scientifique ? C'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi maintenant l'appellation qui s'appelle les Newtimers. Les Newtimers sont, à mon sens, les voitures des années 2000. Ouais. Et pour moi, les Youngtimers, ça s'arrête à 99 à peu près. C'est difficile de... C'est compliqué en plus parce qu'il y a des générations de voitures qui sont nées en... Je sais pas, la Twingo par exemple. Ouais. Twingo née en 92. J'ai du mal à la considérer comme une Youngtimer parce qu'elle est tellement, elle s'est vendue à tellement d'exemplaires et elle a une carrière qui a duré peut-être jusqu'en 2006. Donc pour moi, c'est pas encore une Youngtimer, ce serait plus une Newtimer. Et chez Mercedes, par exemple, une marque que je connais un peu. Ouais, on a compris. une Youngtimer, typiquement, oui, c'est une Mercedes 190E qui est sortie en 82, bien sûr. La génération classe C de 93, la première classe C, oui, c'est une Youngtimer, je pense. Mais après, la génération de 2001 des classes C, pour moi, c'est pas une Youngtimer, c'est trop récent. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'années de recul pour pouvoir quand même se changer d'époque. Sinon, c'est trop proche. Mais une 406 coupée, pareil, j'ai du mal à dire que c'est une Youngtimer, mais oui... parce qu'il n'y a pas qu'une question de date, il y a aussi une question d'importance de la voiture dans son époque. Ouais, mais la 406 coupée, elle a quand même marqué son temps, ne serait-ce que par son style, qui était absolument magnifique. Je pense que c'est une Youngtimer, elle, quand même. Elle est apparue en 96 ou 97 dans ces eaux-là, donc... Et la Porsche 996, ce serait pas faux de dire oui, c'est sans doute une Youngtimer. Pour répondre même si à l'époque elle a marqué son époque justement pas forcément en bien, parce que c'était une rupture avec le refroidissement par eau. Et pourtant c'est une super bagnole. Alors moi j'écris aussi pour le magazine Ferdinand qui est dans le groupe de magazine de Pascal Drault. Et alors j'ai creusé un peu le sujet aussi. Oui, la 996 c'est une voiture très intéressante et qui est très homogène à conduire en fait. Et puis c'est la 911 la plus abordable aujourd'hui. Ouais, c'est la seule 911 et la abordable. cote augmente chaque année d'ailleurs. C'est de moins en moins abordable. Bon bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux traditionnelles 4 questions de fin d'épisode. Et j'adore ce passage-là personnellement. La première question, j'imagine que comme tu changes de bagnole tous les 2 ans, tu es quand même souvent en train de fureter sur les sites d'annonces automobiles. Quelle est ta dernière recherche ? Dans mes recherches, il y a des BX, il y a des R25. Ah, tu veux y revenir à la BX ? Alors, j'en ai pas eu, mais j'aimerais bien, pourquoi pas en avoir une. Mais Renault 25, je vois il y a 2 V6 turbo à vendre en ce moment. Parce que avant d'avoir la CX GTI, j'avais failli acheter une R25 V6 turbo Baccarat, les dernières là. Et,
Oui, c'était ça. Et le gars, il avait vendu du jour au lendemain quasiment, donc aucune chance. Mhm. Mais oui, je regarde là Je regarde, mais après la classe S, je la revendrai peut-être dans un an, donc je sais pas encore. Mais peut-être en plus de la classe S, je me mettrais bien un petit SLK de première génération de côté. Bon, après, il y a les ZFE là qui commencent, qui vont nous enquiquiner quand même. Les zones à faibles émissions, où effectivement on pourra plus rouler comme on veut avec des voitures un peu anciennes. Parce que si j'achète un SLK, donc 96, tout ça, il va être en critère quoi, 2, ou je sais plus quoi. 96, oula, il sera en critère 3, 4. Et j'aurai pas le droit avant 8h. Faudra que j'aille au boulot avant 8h. Ça plairait à mon manager. Parce que... Et que tu repartes après 20h. Exact, ça lui plaira encore plus. Grosse journée de travail quand même. Hein. Mais pourquoi pas un SLK en plus de la classe S. Et puis après, mais il y a tellement, c'est compliqué. Moi, il y en a tellement que j'adore. Parce que tu te sers de tes Youngtimer pour aller au boulot, tu les prends tous les jours. Alors, ouais, là j'ai un monospace pour la famille, mais sinon au boulot, des fois, des fois le vendredi ou même maintenant on y va 2-3 jours par semaine sur place. Mais au moins 2 jours par semaine, je vais avec la bagnole au boulot, la classe S, c'est rigolo dans le flot de la circulation. Mais c'était la CX GTI à l'époque, beaucoup de pouces levés, comme on dit, beaucoup de pouces levés dans la rue. Là, la Mercedes, bon, il y a des gens qui regardent, mais moins quand même que la CX GTI, ça a créé des connexions. Dans le trafic, ça se repère moins qu'une CX. Ouais. Mais dans les bouchons, c'est bien la boîte automatique. Ouais, carrément, ouais. Le moindre détail dans une bagnole comme ça, elle a quoi, 30 ans, elle est de 89, ouais. J'ai le petit chien sur la plage arrière qui bouge la tête, c'est rigolo, les petits détails comme ça. Qui est vendu à la boutique Mercedes, hein, c'est un accessoire d'époque. Trop bien, j'adore. Parce que le monsieur qui me l'a vendu, cette voiture, il avait aussi une casquette de chauffeur qu'il avait acheté un coup parce qu'il faisait des démonstrations pour le Rotary Club. Ah bah oui, donc il s'était mis en chauffeur. Et il y a une sono extraordinaire, je l'ai acheté aussi pour la sono. Une Becker. Il a le poste d'origine dans le coffre, mais il a installé une sono Kenwood avec un caisson de basse, des réglages de dingue. Et tu écoutes la musique là-dedans. Moi, j'écoute plein de trucs différents, mais c'est une super expérience. Chaque voyage est extraordinaire. Et ben justement, quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Alors, je l'ai depuis un an et j'ai pas été pas forcément avec celle-ci, avec cette voiture, en général. Ouais. Bah, quand j'avais l'Alpha 33 16 soupape, que j'étais en Alsace dans la banque où j'ai fini par m'enquiquiner, là, j'avais roulé dans les petites routes des vins d'Alsace au-dessus de Colmar. T'as des magnifiques routes, et l'Alpha 33 16V, l'Alpha 33 dans les virages, dans les montagnes, avec les sapins et tout, elle a un super bruit et ça résonne en fait. Et c'était au mois de mai, je crois, il faisait super beau, et c'était à 2 pas de chez moi, quoi. Tu faisais un tour de dingue, c'est pas besoin d'aller si loin que ça pour avoir des souvenirs. En faisant changer le boxeur. Ouais, c'était un beau souvenir. Après, j'ai quand même traversé l'Amérique en Ford Taurus, parce que pour revenir à ça, c'est Ford Taurus de location. Oui, je vois très bien. Espèce de caramel mou, là. Du coup, ouais, deuxième été, oui, quand on est revenu en fin août de Seattle ou Tacoma, là où on était, il fallait revenir à Nashville d'abord. Et on a loué une Ford Taurus, donc l'équivalent de la Mondeo, peut-être. Ouais, mais un peu plus grosse, ouais. Mais c'était déjà, ça devait être le V6, il y a forcément au moins un V6. Oui, c'était mais V6 boîte auto, super onctueux, puis j'aimais bien sa ligne en fait. Et puis on avait loué, là, on l'avait pas, ouais, on était 3 à revenir avec, et c'était une bonne expérience de rouler. Ça fait traverser l'Amérique. Ouais, ça fait une bonne trotte quand même. Ouais. C'est 4000 bornes peut-être en plusieurs jours. Puis après, on est arrivé à New York, après Nashville, à la société de livres où ils nous donnaient le chèque machin. On est revenu après sur New York, et c'était une expérience aussi très sympa de rouler en New York, à Manhattan. Ça laisse des bons souvenirs, quoi. Avec les néons. Ouais, avec la Ford Taurus. Ouais. Ton garage idéal, t'as droit à 4 voitures, pas de limite de budget, mais faut quand même que ça s'intègre un peu dans ta vie, tu vois, les enfants, tout ça, tes habitudes. Bah, je reviens vraiment à ce CLS première génération, sans doute. Ouais. Après, comme en délit, c'est pas mal, ouais. Comme on est sans limite de budget, voilà. En fait, j'ai pas des goûts entre guillemets de riche, parce qu'en fait, mais même une Bugatti machin ou une Lamborghini actuelle, ça m'intéresse pas, en fait, ça me fascine pas. Ouais. Mais je vois quand même. Alors, ma connexion avec les voitures modernes actuelles fait que une Tesla ou une EQS de chez Mercedes, attention, je me rattrape. Mais depuis que
Une électrique, là j'ai conduit récemment, je suis allé au salon des véhicules de loisirs au Bourget, les camping-cars et tout. J'ai pris une classe A hybride 250. Ouais. Donc j'ai fait les 50 bornes en hybride, super fluide, zénitude et tout, et j'aimerais bien ce genre de choses. Donc c'est pour ça que une voiture électrique genre Mercedes ou Tesla, enfin je trouverais ça très sympa. Après, pourquoi pas j'aime bien le look du grenadier qui se prépare, là, le 4x4, mais j'ai pas une culture 4x4, donc je vais peut-être pas... Oui, le grenadier qui est un peu une réinterprétation moderne du Defender classique, en fait. Mais pour rester dans cet univers, je pense qu'un Range Rover... même un P38, un beau Range Rover V8, peut-être pas en première génération, mais un HSE... Enfin, si, première génération, mais en HSE 4 litres 6, ça pourrait être sympa, ça. Et puis, on en est à 2 ou à 3 voitures. J'aime beaucoup la Jaguar XK8, le coupé des années 96, tout ça. Je trouve ça c'est rondouillard, mais peut-être pas totalement bien proportionné à l'arrière, mais il a une belle ligne quand même, et je trouve ça intéressant. Et puis une Jaguar XJ6. Là, on en est à 5, là, donc... les X300, là. Bah voilà, c'est ça. Donc oui, d'accord. Donc finalement, tu es très, très récente, moderne et youngtimer, finalement. Ouais. Bah, j'ai aucune appétence pour les voitures d'avant-guerre, ça c'est sûr. Ouais. Vraiment aucune. Et par contre, dans l'écriture, j'ai quand même écrit des sujets assez fouillés sur les Mercedes à ailerons, là, les berlines des années 50-60, là, qui ont les ailerons à l'arrière. Oui, les Heckflosse. Voilà, les grandes classes S avec les petits en fait, ça m'a amusé de creuser le sujet, donc, mais j'aimerais pas forcément en avoir une pour rouler avec, comme danseuse, quoi, comme j'appelle ça. Ouais. Et t'es un des rares à ne pas avoir mis une seule Porsche dans le garage idéal. Ah oui, 928, ah oui. Ça, toi, moi je te dis Porsche, je te dis pas 911 parce qu'il y en a partout. Mais j'adore la 928, donc ça pourrait être aussi un truc qui me ferait bien plaisir. Bon, mais là on est à 6 bagnoles, c'est n'importe quoi ce garage idéal à 4 voitures. Exactement. Hein. Franchement là, Gauthier Marreret, prête-toi de la place dans ton garage. C'est ça. Bon, alors si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi? Ah, ok. C'est dur. Hein. Faudrait qu'elle ait une boîte automatique, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas une nouvelle question par hasard dans les podcasts? Non, celle-là c'est depuis le début. Non, je pense peut-être pas un CLS parce que c'est un peu trop long, c'est un peu lourd, mais j'aurais ça serait forcément un youngtimer. Ouais, ce serait j'aurais du mal à peut-être un CLK cabriolet 320 ou 430, première génération de CLK avec la boîte auto, forcément la boîte auto là-dessus. Oui. Parce que c'est assez compact quand même, et puis ça a de la pêche, et c'est pratique, t'as un beau coffre, t'as 4 places, les cabriolets 4 places qui ont de la place, c'est pas si fréquent. Ça pourrait être ça. Eh ben écoute, Michel, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux d'ailleurs? Est-ce que tu as des comptes Instagram ou autre? Mon prénom c'est Francis, Michel Tona, c'est le pseudo. C'est ton nom d'auteur? Tona c'est le nom de jeune fille de ma femme, donc Michel Tona, ça m'a amusé d'avoir ce pseudo. Mais sur Facebook c'est Francis Michel Tona. Ouais. Comme ça je fais. Et puis je suis sur LinkedIn, Francis Michel, qui est mon prénom et nom officiel. D'accord. Et ben écoute, donc tu as un livre sur la Jaguar Type E qui va bientôt sortir, donc je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez... Alors je crois que c'est une souscription, qu'est-ce qui se bank hein, c'est ça. Oui, c'est les éditions British Motors qui ont déjà fait plusieurs livres sur Jaguar ou autres, et sur Mercedes d'ailleurs avec un autre auteur, sur les W124. Et donc c'est des bouquins assez fouillés, mais qui sont en format à l'italienne, donc très pratique pour la boîte à gants. Eh ben merci à toi. Ok. Merci, et à une prochaine. À une prochaine. Salut. Merci, salut. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté cette 29e, je crois, épisode d'Histoire d'Auto. Ça passe très très vite. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Amazon Music aussi, sur Spotify. On est à peu près partout. Si vous avez envie, ça serait vraiment super si vous laissiez un petit commentaire, une petite notation sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, parce que c'est vraiment... Ça aide un peu à propulser ce que je fais dans les algorithmes, hein, et donc c'est toujours chouette pour que d'autres personnes puissent découvrir ces entretiens. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook ou Instagram. Vous voulez me contacter? C'est très simple, vous avez le mail histoiredauto@gmail.com. Et enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois, et même des fois on les enregistre la veille. C'est quasiment du direct à ce niveau-là. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne route. Ciao.